Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La communauté musulmane a entamé le jeûne du mois de Ramadan ce 1er mars 2025. Le Ramadan est l'un des 5 piliers de la religion musulmane. C'est un mois saint durant lequel le jeûne doit être observé du lever au coucher du soleil. Les adultes et les enfants ayant atteint l'âge de la puberté sont concernés. Cependant, dans certaines conditions, jeûner peut s'avérer dangereux pour la santé, comme c'est le cas dans certaines situations de maladie. Faire ou ne pas faire le jeûne lorsqu'on est diabétique se pose alors la question. La période du Ramadan implique un changement de rythme et de la qualité des repas, mais aussi du cycle veille-sommeil ainsi qu'une diminution relative de l'activité physique. L'équilibre du diabète obtenu difficilement risque d'être perturbé brutalement durant cette période, ce qui peut exposer à des complications graves. Dans tous les cas, il doit s'agir d'une décision éclairée prise en concertation avec le médecin de suivi et l'autorité religieuse. C'est dans ce cadre que l'ONG Santé Diabète, en collaboration avec des associations partenaires, se penche sur la problématique du diabète et le Ramadan dans le but de sensibiliser les personnes atteintes de diabète sur les mesures à adopter avant et pendant cette période. Il s'agit d'informer la population diabétique sur l'impact du jeûne sur la gestion de la santé et sensibiliser les personnes malades sur les mesures à entreprendre avant d'observer ou non le jeûne. Pour en parler, je reçois pour vous sur ce plateau Dr Lassane Zungrana, médecin interniste et diabétologue en service au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Il est également enseignant à l'UFR SDS à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Avec nous également Dr Patrice Sawadogo. Dr Sawadogo est médecin endocrinologue en service au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Bonsoir monsieur et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous suivre. Dr Zungrana, rappelez-nous ce que c'est que le diabète. Merci Madame Dao. Alors concernant le diabète sucré, on va peut-être en parler de façon un peu plus large. Alors d'abord, le diabète, c'est une maladie chronique. C'est une maladie chronique dans laquelle le patient va avoir une glycémie qui sera constamment élevée. Et c'est une maladie qui présente aussi diverses facettes. Il y a principalement deux types de diabète dont on en parle beaucoup, le diabète de type 1, le diabète de type 2, mais il y a également d'autres types de diabète qu'on peut avoir chez la femme enceinte au cours de la grossesse et d'autres types de diabète qu'on peut qualifier donc de spécifiques. Alors le diabète aussi, c'est une maladie qui est vraiment en forte augmentation. C'est aussi la caractéristique donc de cette maladie. C'est une maladie qui touche beaucoup plus de personnes. À titre indicatif, en 2021, on estimait qu'environ 537 millions de personnes étaient affectées par cette maladie. Mais aujourd'hui, les données qui sont publiées par certaines sociétés savantes avancent les chiffres de 800 millions donc, de personnes en 2024. Et pour parler aussi de cette maladie, c'est aussi sa mortalité qui est élevée. C'est une pathologie qui est responsable de beaucoup de décès malheureusement. À titre d'exemple, en 2021, le diabète a tué environ 6,7 millions de personnes. C'est plus de décès, plus que le VIH, la tuberculose et le paludisme réunis à travers le monde.
Donc c'est pour dire que c'est une maladie qui est fréquente, c'est une maladie qui est en augmentation et c'est une maladie qui touche beaucoup de personnes dans nos populations. Okay. Et quel peut être son impact sur l'organisme? L'impact est assez divers et assez varié. On va peut-être commencer par un impact d'abord psychologique à la découverte du diabète déjà. C'est vrai que souvent nous banalisons cela, mais les personnes qui sont diabétiques, certains peuvent déprimer et même avoir un déni de la maladie, ne pas suivre le traitement, ne pas suivre les recommandations médicales, et cela peut malheureusement aboutir aux complications. Alors, en termes d'impact sur l'organisme aussi, on peut avoir des complications aiguës. Et ces complications aiguës-là peuvent être en rapport soit avec une élévation de la glycémie, qu'on appelle les hyperglycémies. Donc il y a des complications qui peuvent être en rapport avec ces hyperglycémies. Il y a des complications aussi qui peuvent être en rapport avec une baisse de la glycémie qu'on appelle donc les hypoglycémies. Alors à côté de ça, en termes d'impact sur l'organisme et qui fait la gravité de cette maladie, c'est surtout les complications vasculaires. Donc le diabète peut toucher les petits vaisseaux et entraîner un impact au niveau des yeux qui peuvent être responsables d'une baisse de l'acuité visuelle, être responsables d'une cécité qui est irréversible. Le diabète peut aussi toucher le rein, être responsable de diverses maladies au niveau du rein qui peuvent aboutir malheureusement à une insuffisance rénale et même à la dialyse. Le diabète peut aussi toucher les nerfs, être responsable de problèmes de pieds chez les patients diabétiques qui se plaignent que les pieds chauffent, ça brûle, ça s'engourdit, il y a des crampes. Mais le diabète également peut, dans le cadre de son atteinte neurologique, toucher aussi la fonction génitale et être responsable de dysfonction érectile. À côté de cela, il y a aussi les gros vaisseaux qui peuvent être affectés par la maladie. Donc le diabète peut toucher les gros vaisseaux au niveau du cerveau, être responsable d'un accident vasculaire cérébral. Ça peut toucher les gros vaisseaux au niveau du cœur, être responsable d'infarctus du myocarde qu'on appelle communément les crises cardiaques dans la population générale. Et enfin, le diabète peut être responsable de problèmes au niveau des pieds, peut boucher les vaisseaux au niveau des pieds et être responsable d'amputation chez beaucoup de patients. Donc voici en gros l'impact sur le patient qu'on peut essayer de résumer comme ça. Docteur Sawadogo, pourquoi est-il important d'aborder la question du diabète pendant cette période de Ramadan? Alors, merci madame. Et comme l'a dit mon aîné, docteur Zunglana, le diabète touche plusieurs organes. Donc il a développé le fait qu'il y ait des complications aiguës et des complications chroniques. Alors, avant le Ramadan, il est donc conseillé aux patients de faire le point de ces complications, de faire le point sur l'équilibre du diabète. Et si cet équilibre n'est pas atteint, donc on peut donc retrouver ces complications aiguës, donc un déséquilibre du diabète avec des hyperglycémies par exemple, dont les conséquences avaient déjà été développées par le Dr Zunglana, comme les acidocétoses, les hyperosmolaires et même des déshydratations, qui sont sources d'hospitalisation et de mortalité, même si on ne prend pas garde, mais aussi des hypoglycémies, comme il a dit. Donc il est intéressant pour ceux qui prennent des médicaments pour le diabète, qu'ils reviennent en consultation, afin qu'on revoie leur traitement et qu'on adapte à la condition particulière de ce jeune. Et deuxièmement, vous savez que le carême se passe dans une situation où il fait très chaud. Alors, s'il fait très chaud, c'est encore une situation de déséquilibre du diabète qui vient s'ajouter. Donc, je me résume, tout ce qui est aigu qu'a développé le Dr Zunglana, on peut le retrouver, mais aussi tout ce qui est chronique. Si vous prenez les neuropathies qui sont source de dégradation de la qualité de vie du patient parce qu'ils ont mal, ils ont de petites douleurs. Alors, quand le diabète est vraiment déséquilibré, ça dégrade sa qualité de vie. Donc, il est très intéressant qu'on puisse faire le point du diabète au début pour pouvoir accompagner les patients lors de ce jeu. Docteur Zunglana, quelles sont les principales recommandations médicales pour une personne vivant avec un diabète qui souhaite jeûner? Bien, merci Madame Dao.
Alors, il faut dire que jeûner, déjà, c'est une préoccupation aussi bien pour le patient, mais c'est une préoccupation aussi pour les professionnels de santé pendant cette période. Déjà, le patient se pose des questions, est-ce qu'il faut jeûner, est-ce qu'il ne faut pas jeûner? Et nous, en tant que professionnels de santé, il y a aussi cette décision que nous devons prendre. Faut-il laisser ce patient jeûner? Faut-il interdire donc le jeûne? Quand on sait que c'est un enjeu majeur pour ce patient-là de jeûner, puisque c'est un des piliers donc, de l'islam. Donc il y a cette pression sociale, cette pression communautaire, cette pression familiale qui va amener malheureusement le patient à jeûner sans essayer d'avoir des conseils auprès donc, des professionnels de santé. En tant que professionnels de santé, les recommandations que nous pouvons prodiguer donc, aux populations, c'est d'abord en parler et en discuter avec son médecin traitant. En parler et en discuter. Donc, c'est dans la discussion que le médecin va d'abord faire une évaluation du patient. Il va faire une évaluation clinique donc, du patient. Il va faire une évaluation de ses complications, une évaluation des maladies qui sont associées à son problème donc, de diabète, évaluer les médicaments que le patient y prend et ensemble, grâce donc, à des outils qui existent aujourd'hui sur lesquels on peut s'appuyer, des outils qui sont objectifs, qui ne sont pas subjectifs, et pouvoir dire au patient, ah, attention, vous avez un risque qui est soit modéré ou soit un risque qui est assez élevé en termes donc, de complications au cours donc, du diabète. Donc, on va donner ces recommandations-là aux patients et ensemble, on va décider. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que on ne peut pas imposer au patient. On va essayer de convaincre le patient sans contraindre donc le patient. Cela permet au patient de comprendre que voilà, nous ne sommes pas dans l'interdit absolu. Donc on discute. Ben, malgré tout ça, le patient peut décider de jeûner et là, il faut l'accompagner en termes de recommandations. En termes de recommandations aussi, c'est de voir un peu comment est-ce que le patient il va s'alimenter, comment est-ce qu'il va prendre ses médicaments, etc. Donc, on va essayer de l'accompagner aussi pour ne pas qu'il soit déshydraté, comme l'a dit Dr Sawadogo. Donc, voici des recommandations qu'on peut donc donner donc, aux patients. Leur dire que ce n'est pas interdit le jeûne sur le patient diabétique, mais il faut que ce soit quand même encadré pour qu'on puisse donc bien mener donc, ce jeûne-là. Docteur Sawadogo, quels sont les principaux risques du jeûne pour une personne diabétique? D'abord, le premier risque, c'est de déséquilibrer son diabète. Bon. Donc, déséquilibrer, ça veut dire être exposé à des hyperglycémies. D'accord? Alors, et même des hyperglycémies majeures. Il y a aussi le fait qu'on puisse avoir des hypoglycémies, comme ce que je disais. Ces hypoglycémies sont en général dues au traitement même que nous administrons aux patients. Voilà. Il y a ça, c'est dû au déséquilibre. Il y a aussi, c'est que ça fragilise le patient qui est diabétique, qui peut faire n'importe quelle maladie intercurrente. Et il y a le risque vasculaire. Dr Zoungana a parlé des risques d'AVC, des risques cardiaques, des risques au niveau du pied. Et je parlais aussi des risques d'aggraver une neuropathie et qui est déjà en cours, mais aussi d'aggraver les maladies chroniques qui sont déjà là. Par exemple, si la personne a une rétinopathie, si la personne a un problème cardiaque, si la personne a une insuffisance rénale, si le diabète n'est pas bien suivi, c'est une occasion qui peut déséquilibrer le diabète. Voilà. Donc, il y a ça. Donc, il y a aussi le fait qu'il fait chaud, comme ce que je dis, comme le patient ne boit pas toute la journée, et si l'activité du patient l'expose au soleil, vous imaginez qu'il peut avoir aussi ce risque de déshydratation. Et ce risque de déshydratation exagère les risques cardiovasculaires. Donc, il y a tout un ensemble, donc il y a un package de conseils qu'on donne aux patients chaque année. Donc, ça se prépare 2 mois avant. On les suit pendant le ramadan, puis on évalue après le ramadan. Voilà.
Ce mois de mars 2025 correspond donc à la période du jeûne de Ramadan pour les fidèles musulmans du Burkina Faso. 30 jours de privation, de connexion avec Allah et qui comporte de nombreux avantages. Toutefois, le jeûne est proscrit pour les personnes âgées et les personnes malades, dont les diabétiques. Le jeûne chez la population diabétique a été déconseillé par les professionnels de la santé. Les études ont démontré une augmentation du risque de complications aiguës pendant le Ramadan. Le reportage de Issa Kanana et Bernard Kombelem. Les fidèles musulmans du Burkina Faso observent depuis le 1er mars dernier le mois de jeûne. Quatrième pilier de l'islam, durant 30 jours, les fidèles musulmans doivent s'abstenir de manger, de boire, de fumer, de commettre des péchés, et ce, depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. L'un des avantages, c'est déjà pour le musulman de changer l'état dans lequel il est. L'état dans lequel il est pour se parfaire, pour se purifier, afin donc de continuer son ascension spirituelle. Donc l'objectif, les avantages, l'un des avantages, c'est déjà d'acquérir la piété, d'être pieux, d'être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces avantages également, Allah nous dit, jeûnez, vous acquérez la santé. Allah pour dire que, voilà, en jeûnant, le corps humain, voilà, qui est un organisme assez complexe, a l'occasion en réalité, voilà, de se régénérer. À l'occasion, parce que, bon, pour rentrer un peu dans les termes scientifiques, tout le sucre que nous consommons et que nous n'utilisons pas sur le champ est transformé en réserve. Transformé en réserve et stocké au niveau du foie sous forme de glycogène. Et ce glycogène-là, tant qu'il y aura suffisamment de sucre dans le sang, il n'est pas utilisé par l'organisme. Il est stocké. Voilà. Et à la longue, ça peut donner au fait des maladies du foie, voilà, notamment la stéatose hépatique. Donc, pour dire simplement qu'en jeûnant, nous offrons alors à notre organisme l'occasion non seulement de se reposer, de ne pas beaucoup digérer, de ne pas dépenser beaucoup d'énergie, voilà, et d'utiliser les réserves qui sont déjà là, afin donc de purifier, de rendre encore plus fonctionnel au fait l'organisme. Donc en jeûnant également, nous acquérons la santé. La pratique du jeûne comporte donc des avantages. Il est une obligation religieuse pour tout musulman, mais l'islam prévoit des exceptions pour les personnes malades ou dont la santé pourrait être mise en danger par le jeûne. Au-delà du jeûne quotidien, le ramadan entraîne une perturbation drastique des habitudes de vie, particulièrement en lien avec l'alimentation et les heures de sommeil. Des changements qui peuvent affecter de façon importante la gestion de certaines maladies chez les fidèles, dont le diabète. Celui qui est malade, voilà, il n'est pas tenu de jeûner. Mais là aussi, il y a lieu de catégoriser un peu les maladies. Alors pour les maladies aiguës, voilà, pour les maladies aiguës telles que le paludisme et autres, voilà, qui vont passer au fait d'un moment à l'autre par un bon traitement, voilà, la personne va recouvrir la santé, tout ça. Pour ces personnes-là, elles peuvent cesser de jeûner et une fois qu'elles seront plus malades, elles peuvent recommencer à jeûner, quitte à rembourser au fait le jeûne manqué. Alors, maintenant, pour les personnes atteintes de maladies chroniques, des maladies pour lesquelles, voilà, pas qu'il n'y a pas de traitement curatif, mais pour lesquelles elles devront encore rester longtemps, voilà, avec ces maladies-là, notamment le diabète et autres. Donc, particulièrement pour le diabète, il est opportun, et chaque année nous le rappelons, pour les diabétiques, voilà, qui désirent jeûner, parce qu'ils ne sont pas tenus de jeûner. Voilà, les diabétiques qui désirent jeûner, voilà, il est opportun de voir leur diabétologue afin qu'il établisse un programme assez adapté, voilà, à leur état de maladie afin qu'ils puissent jeûner sereinement. Parce que, pour le rappeler, en matière de diabète, ce qui inquiète le plus à l'instant T, ce n'est pas que le sucre soit très élevé dans le sang, c'est surtout que le sucre soit très bas, ce que nous appelons l'hypoglycémie, qui est très délétère et qui peut rapidement emporter le malade. Alors que le fait de jeûner du matin jusqu'au soir, c'est environ au moins 13 heures de jeûne. C'est un état que le diabétique, voilà, qui se lève spontanément de lui-même, qui décide de jeûner, c'est un état qu'il ne pourra pas supporter. Les personnes atteintes de diabète sont particulièrement exposées au risque de complications liées à ces changements marqués dans la consommation d'alimentation et de liquides. Dame Aminata Zonga Traoré souffre de diabète depuis plus d'une vingtaine d'années. Ces moments de jeûne constituent pour elle une période cruciale pour sa santé. Moi, j'ai des yo-yo. Ça veut dire quoi que au moment de faire le carême, je regarde ma glycémie. Est-ce qu'elle est haute? Mais maintenant, à la fin du carême, avec les 18 heures,
je sens que je n'ai rien dans mon corps. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de carburant. Donc je vais prendre le sucre, parce que le sucre, ça veut dire que même si je prends par exemple les boissons, c'est sucré, ça contient du sucre. Même les fruits, ça contient du sucre. Les hommes comme le mûr contient du sucre. Les galettes, ça contient du sucre. Même les farines, les gâteaux, tout ça, ça contient du sucre. Donc ça veut dire que je consomme le sucre pour pouvoir me retrouver. Et en me retrouvant, le taux de glycémie, ça pique, ça monte. Je suis en train de voir pour arrêter de jeûner. Je suis désolée, mais je vais arrêter de jeûner. Parce que si je vois mon docteur, il me dit, mais c'est pas vrai. Toi, tu conseilles les gens et puis toi, tu jeûnes. Mais c'est parce que c'est l'intention qui fait que j'ai jeûné. Au moins, je leur dis qu'en prenant l'intention que je veux voir ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. La déshydratation, l'hypoglycémie, l'hyperglycémie sont les principaux risques associés au jeûne. Les personnes vivant avec le diabète traité avec l'insuline ou des sécrétagogues d'insuline sont particulièrement à risque. Moi, j'essaie de voir comment faire pour gêner ou ne pas gêner. Parce qu'il faut d'abord l'avis du docteur. Le docteur joue un rôle très important dans cette histoire de diabète au mois de carême. Vous savez aussi que dans le mois de carême, d'après le docteur, qu'il y a un taux de décès vraiment très élevé. Ça veut dire que les vieilles personnes, surtout en ce mois où il y a vraiment la chaleur, doivent se comporter correctement, c'est-à-dire que boire beaucoup d'eau. Alors que si vous gênez, vous ne pouvez pas boire de l'eau. Et ça joue, alors que vraiment, ça joue un rôle très important dans votre organisme. Parce que le sucre, c'est vrai qu'on ne doit pas consommer, mais c'est du carburant. Ça apporte de l'énergie dans le corps. Pour les diabétiques qui décident délibérément de jeûner, tout en sachant que leur état de maladie, je ne dirais pas qu'il est contraire à l'état de jeûne, mais il a besoin quand même de prendre certaines dispositions. Donc Allah interdit que nous nous portons préjudice nous-mêmes. Voilà pourquoi il est plus que nécessaire, il est même obligatoire, pour celui-là qui est malade de façon générale et pour le diabète de façon particulière, de prendre la tâche rapidement avec son médecin traitant pour qu'il puisse adapter. Parce que je l'avais déjà dit, c'est surtout l'hypoglycémie que nous craignons en matière de diabète. Parce que l'hypoglycémie, quelqu'un qui est diabétique et qui tombe en hypoglycémie, tout de suite, rapidement, le cerveau qui est le premier organe, qui a le plus besoin d'oxygène, qui a le plus besoin de nutriments, va rapidement commencer à lâcher. Et nous allons avoir plusieurs signes de neuroglycopénie, comme nous l'appelons dans notre jargon. Ça peut aller des céphalies, des vertiges, de la sueur. Beaucoup d'autres signes peuvent s'associer et rapidement la personne peut tomber dans ce qu'on appelle le coma hypoglycémique et cela peut lui porter préjudice. Voilà autant de conséquences qui peuvent rapidement emporter la personne qui ne prête pas attention, qui ne consulte pas son médecin diabétologue avant donc d'entrer en état de jeûne. Afin que le jeûne soit fait en toute sécurité, il est donc primordial de les planifier avec son médecin traitant, insiste Nouridine Badjo. L'alimentation joue un rôle crucial dans la gestion du diabète pendant le ramadan. Il est donc essentiel de privilégier des repas équilibrés et d'éviter les excès. Docteur Sawadogo, comment ajuster son traitement pendant le ramadan? D'abord, avant le ramadan, c'est dans les meilleurs des cas, cet ajustement se fait avec son médecin. Disons que nous classons les médicaments. Il y a des médicaments qui donnent des hypoglycémies. Donc, ce sont des sulfamides d'hypoglycémie, c'est l'insuline. Alors, tous les patients qui ont, par exemple, ces chemins de traitement doivent voir leur médecin afin qu'on réadapte les chemins thérapeutiques aux conditions de jeûne. En gros, c'est ça qu'il faut faire pour éviter les hypoglycémies. Deuxièmement, il faut continuer et renforcer l'autosurveillance glycémique. Par exemple, si la personne a il faudrait qu'il ait un appareil qui l'aide à contrôler ses glycémies et avec certains chiffres, il puisse arrêter son jeûne si c'est obligatoire. Et deuxièmement, il faut qu'il connaisse les signes d'hyperglycémie, qu'il connaisse les signes d'hypoglycémie et quand on les connaît, dès qu'on a ces signes, déjà, il y a une alerte, soit on contrôle sa glycémie, puis on interrompt le jeûne, on peut revoir son médecin pour qu'on essaie de recadrer son traitement et ses habitudes, et il pourra continuer son jeûne
comme si avec les recommandations nécessaires. Docteur Zoungrana, comment une personne diabétique peut-elle surveiller sa glycémie durant le ramadan? Comment cela peut se faire? Merci. Alors, cette surveillance de la glycémie est un élément qui est primordial. C'est un élément qui est très important parce que au cours donc, de ce jeûne, on va avoir une modification de l'alimentation en termes de quantité et même en termes donc, de fréquence également et même dans la composition donc, du repas. Et donc pour un patient diabétique qui veut jeûner en toute sécurité, l'idéal ce serait donc de faire ce qu'on appelle une autosurveillance de la glycémie. Et cette autosurveillance de la glycémie va nécessiter plusieurs contrôles. Alors dans l'idéal, c'est de faire un contrôle de la glycémie le matin, avant le repas du matin. Donc au moment donc, du jour, le patient donc, doit contrôler donc, sa glycémie. Et ensuite, il doit contrôler sa glycémie au cours de la journée. Donc au cours de la journée, il va contrôler sa glycémie. Donc cela veut dire qu'on peut se tester pendant le jeûne. Voilà. On peut faire le test. Il doit se tester donc au cours de la journée. Il va se tester donc dans l'après-midi. Il va se tester juste avant la rupture donc du jeûne, avant donc iftar. Et ensuite, il doit se tester 2 heures après le repas donc du soir. Et puis, il doit se tester aussi lorsqu'il a un malaise particulier, lorsqu'il a des tremblements, lorsqu'il a des symptômes qu'il n'explique pas. Il doit pouvoir donc faire un contrôle. Donc, il y a combien de contrôles prévus pendant la journée? Alors, donc, les contrôles peuvent varier entre jour et puis iftar. Ça peut aller entre 6 contrôles. Par exemple, chez le patient diabétique, dans vraiment les conditions donc, idéales et aussi selon donc, le traitement que le patient y prend. Donc, plus le patient prend des traitements, comme l'a dit le Dr Sawadogo, qui sont des traitements qui ont tendance à entraîner des hypoglycémies, on va donc multiplier les contrôles. Mais si ce sont des traitements qui ne contiennent pas ce genre de médicaments, on peut peut-être se limiter à 4 contrôles. Mais en tout cas, entre 4 et 6 contrôles, c'est vraiment l'idéal pour être vraiment en sécurité. D'accord. Docteur Sawadogo, est-ce que l'administration de l'insuline peut rompre le jeûne? Non. Disons que, Dr Zoungrana, vous avez parlé de l'évaluation du diabétique avant le jeûne. En fait, quand une personne est sous insulinothérapie, c'est encore un risque qui augmente le risque de vous dire de faire attention au jeûne. Mais néanmoins, si la personne jeûne et il est sous insulinothérapie, nous adaptons son insulinothérapie à son jeûne. Et donc, et comme on dit, l'insulinothérapie s'accompagne d'une autosurveillance de la glycémie. Donc, il pourra jeûner avec certaines conditions et aussi avec une surveillance régulière de sa glycémie. Oui, c'est vrai que dans la population générale, on entend ce discours-là que, bon, voilà, on ne peut pas faire de contrôle de la glycémie lorsqu'on jeûne, on ne peut pas faire de l'insuline avec le diabète. Dr Sawadogo l'a dit, chez un patient qui est sous insuline, ça va demander qu'on réadapte les doses d'insuline. Tout juste, il ne va pas faire de l'insuline au cours de la journée, mais l'insuline qui va s'injecter le matin et le soir va donc subir une certaine modification. Donc, dans la plupart des avis, en tout cas religieux, qui circulent, en tout cas majoritaires, il n'y a pas de contre-indication à ce qu'un patient qui jeûne se teste pour sa glycémie. Il n'y a pas de contre-indication à cela. Docteur Sawadogo, quels sont les signes qui doivent alerter, amener à rompre le jeûne? Alors, ce sont les signes du déséquilibre du diabète, donc des hyperglycémies. La personne se sent très fatiguée, la personne urine beaucoup, la personne a des signes de déshydratation. La bouche est sèche, elle a tellement envie de boire, mais vous voyez, donc en gros, voilà, il ne faut pas tenir, il faut contrôler sa glycémie. Et si la glycémie est supérieure à 3 grammes, ils auront le jeûne. Alors ça c'est pour les hyperglycémies. Alors pour les hypoglycémies aussi, si par exemple la personne est aussi fatiguée,
a des tremblements, a le cœur qui bat, a des sueurs, et n'est plus normal, a tendance à des vertiges, a tendance à perdre conscience, ce sont des signes d'hypoglycémie. Il faut aussi rompre le truc pour bien contrôler. Si vous contrôlez, si la glycémie est inférieure à 0,8 grammes par truc, il faut rompre le jeûne. Voilà. Deuxièmement, parce que le diabétique peut faire des infections intercurrentes, s'il a des céphalées, s'il a des vomissements, s'il a une diarrhée, voilà. Ça aussi sont des signes qui alertent et qui peuvent s'associer au diabète pour mettre en péril l'état de santé du patient. Donc en ce moment, on rend encore le jeûne. Voilà. Et les diabétiques, peuvent-ils jeûner pendant le ramadan? Oui, mais c'est ce qu'on dit. Ils peuvent jeûner, mais avec des précautions. Et nous sommes très disponibles. Vous savez, en général, avant le ramadan, nous faisons des activités qui permettent à nos patients, et même aux non-patients, parce que je sais qu'il y a 2 ans, le docteur Zoumana a mené un dépistage, je crois que c'est à la Grande Mosquée, pour voir déjà et dépister et conseiller les gens. Cette année, et je crois que les années à venir, chaque année, nous avons des activités diabète et ramadan dans les services de médecine interne qui permettent d'aider la population à préparer le ramadan. Et nous les invitons très fermement à venir. Et il n'est même pas trop tard parce que pour les diabétiques, nous sommes toujours disponibles pendant le ramadan. Ils peuvent gêner. Okay. Docteur Zoungrana, est-ce qu'il y a des cas de diabète qui ont été révélés pendant la période du ramadan? Ou alors après le ramadan qui a permis, le jeûne qui a permis de révéler des patients? Je vais vous dire que ça commence déjà à venir. Parce que quand on regarde, comme je l'ai dit, la modification donc, de l'alimentation déjà pendant le mois donc, du ramadan, il est beaucoup sucré, il est beaucoup gras. Ça, c'est dans sa composition, mais également dans la fréquence donc, de l'alimentation. Je vais vous donner, pour exemple, pour le patient que je viens de recevoir le mardi. Alors, c'est un patient ils sont une famille de 7 personnes, mais ils consomment en gros un paquet de sucre par jour. Ils consomment un paquet de sucre par jour dans les jus, la bouillie, voilà. Et en famille. En famille. Donc ça fait quand même beaucoup. Donc il y a malheureusement beaucoup de personnes qui vont voir donc leur diabète se révéler pendant donc, cette période donc, de ramadan, malheureusement. Mais comment équilibrer ces repas pendant le ramadan pour éviter les pics de glycémie? Comme nous l'avons vu dans le reportage, la consommation à la rupture, il y a des pics qui sont observés. Docteur Zoungrana. Alors, par rapport à cette alimentation, donc, ce sont les conseils classiques que nous donnons donc, aux patients diabétiques. C'est que déjà à la rupture donc, du jeûne, ce qui est recommandé, c'est d'abord de prendre une grande quantité d'eau. Donc ça, c'est vraiment la première des recommandations. Prendre de l'eau. Après donc, cette prise d'eau, le patient est autorisé à prendre 1 ou 2 dattes. Les dattes ne sont pas interdites. Ce sont des fruits secs qui apportent beaucoup de fibres, mais qui apportent aussi du sucre. Donc, on ne peut pas prendre en grande quantité. Donc, de l'eau d'abord, et puis ensuite prendre 1 ou 2 dattes. Et ensuite, la personne va faire sa prière donc, du Maghrib. Après la prière du Maghrib, le patient a le droit de prendre une soupe de viande, une soupe de poisson, ou bien de prendre une soupe de légumes, ou bien de prendre voilà, des crudités. Donc, il prend un tel repas et ensuite, il va se préparer pour la prière, donc la longue prière. Et après la longue prière, c'est là qu'il va se permettre donc de prendre son dîner. Tout à fait. Et son dîner doit être un dîner qui est équilibré. Donc, un dîner qui va comprendre encore beaucoup de légumes, qui va comprendre des céréales en quantité donc raisonnable et qui va comprendre donc des protéines. Et il a le droit de prendre donc des fruits. Donc des fruits qui contiennent des fibres telles que de la papaye, telles que de la mangue. Voilà, mais pas en grande quantité, mais en quantité donc raisonnable. Et tout au long donc de la nuit, à partir de la rupture donc du jeûne jusqu'au matin où le patient va encore faire le jeûne,
il serait bien de boire de grandes quantités d'eau. Donc, on recommande de boire entre 2 litres à 3 litres d'eau, ce n'est pas exagéré. Donc, si la personne boit 2 sachets d'eau par heure, les sachets d'eau, ça fait 300 millilitres. S'il boit 2 sachets d'eau facilement par heure, on va atteindre donc les 2 litres d'eau avant donc 22h, 23h où généralement les patients se couchent. Découvrons à présent la question des téléspectateurs, c'est avec Viviane Tiandre-Bego. Merci Maïmouna Dao. Nous avons Monsieur Raogo Moïse qui nous suit à Puitenga, qui félicite l'équipe et prie pour elle pour qu'elle ait les ressources nécessaires pour poursuivre. Un auditeur qui n'a pas donné son nom veut savoir s'il est possible de contrôler sa glycémie le soir à la rupture du jeûne. Son autre question, après combien de temps est-ce qu'on peut le faire pour que ce soit efficace pour son suivi? Madame Tapsoba à Ouagadougou se demande s'il est recommandé à un diabétique de longue date de jeûner. Il pose la question parce que son mari est diabétique. Madame Sawadogo Koutpoko à Koudougou a entendu sur une chaîne islamique un intervenant vanter les mérites du jeûne pour la santé et donc elle aimerait que les praticiens éclairent sa lanterne. Est-ce que les diabétiques de type 1 et 2 peuvent jeûner sans risque? Est-ce que le jeûne peut aider à prévenir ou inverser la courbe du diabète? Est-ce qu'il y a un type de jeûne adapté aux diabétiques? Combien de temps un diabétique peut-il jeûner? Est-ce tout le mois? Est-ce que le jeûne peut réduire la nécessité de prendre les médicaments contre le diabète? Un téléspectateur de Houndé a exprimé également plusieurs préoccupations. Comment éviter l'hypoglycémie en jeûnant? Comment gérer les moments d'hyperglycémie après le jeûne? Quels sont les signes qui indiquent à un diabétique qu'il doit rompre son jeûne? Et Madame Ramata Ouedraogo est consciente que ce n'est pas une émission religieuse, mais elle se pose cette question. En toute vérité, est-ce qu'un diabétique doit forcer pour jeûner malgré les recommandations et les réserves de son médecin? Elle aimerait un langage de vérité. Elle précise qu'elle est musulmane et qu'elle ne sait plus comment parler à certaines personnes de son entourage qui estiment qu'il faut le faire, quel que soit ce que le médecin a dit. Madame Bila Sanata a plusieurs questions. Comment adapter son traitement antidiabétique à la période de jeûne? Est-ce qu'on peut prendre de l'insuline en jeûnant? Est-ce que ça ne va pas couper le jeûne? Et surtout, quel type d'aliments privilégier après le jeûne pour stabiliser la glycémie? Madame Ouedraogo Awaïguia a 2 questions. Est-ce qu'il est conseillé à quelqu'un qui vit avec un seul rein, la personne a subi une intervention et n'a plus qu'un seul rein, est-ce qu'il est conseillé à cette personne-là de faire le jeûne? Son autre question rejoint celle de Madame Bila. Quels sont les aliments appropriés pour cette personne-là à cette période de jeûne? C'est tout pour les questions des téléspectateurs de ce jour. Retour sur ce plateau avec les questions des téléspectateurs. Nous allons dire merci à M. Raogo Moïse qui nous suit depuis Puitenga. Merci beaucoup pour ces félicitations. C'est un téléspectateur anonyme. Il veut savoir s'il est possible de contrôler sa glycémie le soir à la rupture du jeûne. Après combien de temps peut-on le faire? Docteur Zungrana a déjà répondu à la question. Donc, comme la répétition est pédagogique.
Alors donc, merci à tous les téléspectateurs pour ces nombreuses questions qui témoignent de l'intérêt porté donc à cette émission portant donc sur le diabète et le ramadan. Alors, c'est ce que nous venons donc d'aborder tout à l'heure. Alors, il faut contrôler la glycémie juste avant donc la rupture donc du jeûne. Donc, on peut même boire de l'eau et puis contrôler sa glycémie. Ça, ce n'est vraiment pas un problème. Donc, on peut contrôler sa glycémie et puis rompre son jeûne. Et puis ensuite, 2 heures après donc le repas, il serait souhaitable de contrôler sa glycémie. Ça permet de voir est-ce que la glycémie monte beaucoup trop après le repas ou pas. Parce que si elle monte trop après le repas... c'est après quel repas? Le dîner ou alors... Après le dîner. Okay. Après le dîner surtout. Il faut faire un contrôle surtout après le dîner. D'accord. Madame Tabsoba Ouagadougou se demande s'il est recommandé pour un diabétique de jeûner. Elle pose la question parce que son mari est diabétique. Docteur Ouagadougou. C'est en fait ce qu'on dit. Il faudra que son mari se fasse évaluer. Parce que on peut jeûner avec certaines conditions, avec certaines recommandations. Donc nous, on l'encourage vivement à se rapprocher de son médecin. Ok, Madame Sawadogo Akoudougou, elle a entendu sur une chaîne islamique les mérites du jeûne, donc sur la santé. Elle aimerait que vous, en tant que praticien, vous éclairez sa lanterne. Est-ce que les diabétiques de type 1 et 2 peuvent-ils jeûner sans risque? Docteur Zoungrana. Alors, merci. Alors, c'est comme on l'a dit d'entrée de jeu, le jeûne n'est pas interdit chez le patient diabétique. Mais il faut d'abord une évaluation préalable. Puisqu'il y a des situations, aussi bien dans le diabète de type 1 que dans le diabète de type 2, qui vont être vraiment des contre-indications à jeûner. Je prends pour exemple un patient diabétique qui a une glycémie qui est instable. Qu'il soit de type 1, qu'il soit de type 2, nous n'allons pas autoriser. En tout cas, on n'a pas recommandé donc, le jeûne. Mais comme on a dit, nous restons toujours centrés sur le patient. Et malgré ces recommandations, il y a certains patients qui vont vous dire c'est une prescription religieuse, c'est une prescription divine. Moi, j'ai vraiment envie de jeûner. Et là, nous essayons d'accompagner donc le patient, mais en lui disant qu'il y a des risques, il y a des risques, il y a des risques. Il faut écouter votre corps. Ok, c'est une série de questions. Il y a la suite. Le jeûne peut-il aider à prévenir ou inverser le diabète? Alors, il y a des mérites aux jeunes, comme il y a des risques aussi aux jeunes. Alors, pour certains travaux qui ont été réalisés sur des patients qui ont été suivis de très près, on a vu que certains patients ont eu des améliorations de certains paramètres. Par exemple, on a vu le taux de graisse sur certaines personnes baisser, on a vu, par exemple, le poids baisser. Donc, il y a quand même des mérites. Mais ce qu'on constate après, c'est que ce mérite-là est totalement perdu 3 mois après donc, le jeûne. Donc, il n'y a pas que les risques, il y a aussi des mérites. Mais comme on le dit toujours, il serait bien que ce jeûne-là soit toujours évalué au départ et encadré pour qu'on puisse vraiment bénéficier donc, de ces mérites-là. Mais elle veut savoir si le jeûne peut aider à prévenir ou à inverser. Non, le jeûne ne va pas pouvoir faire disparaître donc, le diabète. Non, le jeûne ne va pas pouvoir faire ça. Ok. Est-ce qu'il y a-t-il un type de jeûne plus adapté aux diabétiques? Combien de temps un diabétique peut-il jeûner en toute sécurité? C'est toujours la question de Madame quand on parle de jeûne, alors il y a des personnes qui jeûnent pour des raisons spirituelles. Il y a des personnes qui jeûnent pour des raisons psychologiques. Il y a des personnes qui jeûnent pour des raisons de santé, il y a des personnes qui font le jeûne intermittent, etc. Mais tout ça est concerné donc par cette problématique-là. Donc, si c'est pour des raisons religieuses, on ne peut pas se soustraire à la durée qui est recommandée dans la religion dans laquelle on est, que ce soit la religion musulmane ou la religion donc, chrétienne. On va forcément observer, donc on doit observer cette durée-là. Donc, tout dépend de pourquoi la personne veut effectuer donc, le jeûne. Sinon, un patient diabétique peut jeûner les 12 heures à 13 heures de temps qui sont recommandés dans la religion musulmane et il peut faire les 30 jours donc, de jeûne s'il est encadré et s'il est suivi. Ok, la dernière question de Madame Sawadogo. Le jeûne peut-il réduire la nécessité de prendre les médicaments pour le diabète?
Oui, le jeûne peut amener, comme Dr Sawadogo l'a dit, à modifier le schéma thérapeutique du patient. Ça peut même nous amener à retirer certains médicaments, à réduire la dose donc, de certains médicaments. Donc, pour un patient qui veut jeûner, nous insistons toujours, il faut toujours qu'on évalue le patient, qu'on échange ensemble et qu'on puisse mener ce jeûne-là de façon sécurisée. Un autre téléspectateur anonyme, lui, la Oundé, docteur Sawadogo, il a exprimé plusieurs préoccupations. Comment éviter une hypoglycémie en jeûnant? Alors, pour éviter, d'abord, il faut d'abord que son traitement soit adapté. Et le second, c'est que l'alimentation soit aussi adaptée. Alors, nous, on recommande 3 repas, même hors du jeûne. Pendant le jeûne, il y a 3 repas. Comme le docteur Zunglana a dit, il y a le repas du matin, il y a le repas à la rupture et il y a le dîner. Alors, si il suit ces 3 repas et il y a assez d'apport de sucre, pas de sucre rapide, de sucre lent, et aussi avec des fibres. Il faut aussi des légumes, des trucs qui permettent de diminuer l'index glycémique du repas pris le matin. Donc le repas pris le matin doit vous permettre de traverser la journée. Donc pour éviter les hypoglycémies, il faut un repas du matin adapté. Le soir, il faut à la rupture, comme on dit, 2 dates, aussi une alimentation très liquide, ça peut être des soupes, ça peut être une bouillie, voilà. Et ensuite, un repas du soir équilibré qui contient des légumes et beaucoup de fibres qui permet au sucre d'être digéré progressivement. Voilà. Donc ça permet d'éviter les hypoglycémies. Sans oublier que quand on a des signes, il faut contrôler. Voilà. On continue avec la question de ce téléspectateur. Comment gérer une hyperglycémie après le jeûne? C'est à peu près le même schéma. Il faut que l'alimentation soit adaptée, comme on dit, éviter les grignotages, se concentrer sur 3 repas, puis se réhydrater. Ensuite, connaître les signes d'hyperglycémie et même contrôler. Si vous contrôlez, il y a une hyperglycémie, nous proposons de voir son médecin. Et quels sont les signes qui indiquent à un diabétique qu'il doit interrompre le jeûne? C'est ce qu'on disait. Il y a les signes d'hypoglycémie. Les signes d'hyperglycémie. Vertige, tremblement, céphalée, palpitations, sueur. Ça, ce sont les signes d'hypoglycémie. Il y a les signes d'hyperglycémie. Il y a aussi la fatigue. Il y a beaucoup d'urine, il y a une sécheresse de la bouche, il y a une déshydratation. Et ça, on contrôle tout le temps. Et si c'est vraiment une hyperglycémie, on rompt le jeûne. Je n'ai pas fini, ce sont les signes qu'il lui faut. Mais aussi tout ce qu'on dit comme infection intercurrente. Céphalée, vomissement, diarrhée, douleur abdominale, tout ceci sont des signes qui peuvent nous amener à rompre le jeûne. On continue avec la question des téléspectateurs. Docteur Zunglana, c'est la question de Mme Ramata Ouedraogo. Elle est consciente que ce n'est pas une émission religieuse, mais elle vous pose la question quand même. En toute vérité, est-ce qu'un diabétique doit forcer pour jeûner malgré certaines réserves de son médecin? Elle précise qu'elle est musulmane et ne sait plus comment parler à certaines personnes de son entourage. Alors, j'ai notre patron, le professeur Joseph Drabo, qui avait l'habitude de dire que au moment du jeûne, le patient doit écouter son corps. Donc, il doit écouter son corps. Même s'il ne veut pas écouter son médecin. Voilà, il doit quand même écouter son corps. Alors, pour dire que... Et il nous dit tout le temps que, monsieur, le jeûne est une prescription divine. Je suis d'accord. Mais Dieu a permis qu'il y ait aussi des dérogations. C'est aussi une prescription divine. Mais vous voulez respecter la prescription divine obligatoire, mais vous ne voulez pas respecter les dérogations. Donc, Dieu a permis que si on ne peut pas faire le jeûne, on a une autre manière de faire donc le jeûne lorsque on présente donc des problèmes de santé, tels que le diabète, pour ne pas jeûner. Donc, faire comprendre également aux patients que c'est vrai que c'est une prescription divine,
Mais la prescription divine aussi dit que lorsqu'on a une maladie chronique, lorsqu'on est dans certaines situations d'incapacité, on ne doit pas jeûner. On a une autre façon, on a une alternative de pouvoir jeûner. Donc ça, vraiment, c'est le message vraiment que voilà, cette personne doit comprendre. Madame Sanata Bila, elle a également plusieurs questions. Comment adapter son traitement antidiabétique à la période de jeûne? Peut-on prendre de l'insuline en jeûnant? Et surtout, quel type d'aliments privilégier après un jeûne pour stabiliser la glycémie? Docteur Sawadogo. Alors, pour le traitement, cela relève de son médecin. Alors, il ne faudra pas que... Voilà, il n'y a pas de... C'est une consultation à distance. Parce que le traitement est individuel. Il ne peut pas être généraliste. Donc, le traitement est du ressort de son médecin. Il faudrait qu'elle reparte. Maintenant, pour le reste, c'est quelle sorte d'alimentation? Alors, c'est ce qu'on dit, recentrer sur 3 repas et le reste se réhydrater. C'est quel type d'aliment privilégié après un jeûne pour stabiliser? Mais avant ça, est-ce qu'on peut prendre l'insuline en jeûnant? Ça, on avait déjà répondu. Oui. Docteur Zungran a dit qu'il n'y avait pas de problème. On pouvait prendre l'insuline en jeûnant, pendant le jeûne. Maintenant, c'est les types d'aliments. C'est vrai que vous avez parlé de... Peut-être des exemples concrets. C'est pour ne pas... Il faut peut-être... Des aliments locaux, quand même, que nous avons sur la place du marché. Peut-être un type de repas. De repas au moment de chour ou bien au moment de l'iftar? Bon, les deux. Les deux. Mais le matin, on conseille de prendre voilà, une alimentation classique. C'est quoi? Il faut apporter une alimentation qui apporte des fibres. Donc les fibres, c'est quoi? C'est du sorgho, c'est du mil, c'est du fonio. Ce sont des aliments qui contiennent beaucoup plus de fibres, le pain complet, etc. Mais il faut que l'alimentation soit équilibrée. Donc beaucoup de légumes, des céréales, des protéines et puis un fruit également. Voilà. Évitez de manger trop salé. Parce que trop salé et trop gras. Et quand on mange trop gras, on risque d'avoir soif au cours donc, de la journée. Donc il faut éviter de manger aussi trop gras et trop salé. Évitez également de manger trop tôt. Il y a des personnes qui se lèvent à 4 h du matin et ils ont déjà fini de manger. Donc il faut retarder le repas donc, au moment le plus tard possible pour pouvoir éviter donc, les hypoglycémies au cours donc, de la journée. Et ensuite, à la rupture, c'est d'essayer d'observer ce qu'on a dit. Prendre de l'eau d'abord, prendre soit un fruit, ça peut être une pomme, ça peut être 2 dattes, ça peut être une tranche de papaye. Et puis ensuite, maintenant, prendre une soupe de légumes, une soupe de poisson, mais qui n'est pas grave. Donc, il faut essayer de racler toujours l'huile parce que l'huile va encore couper cette satiété-là et ça, c'est pas bon. Et après, donc, la longue prière, la personne peut donc prendre son dîner. Son dîner, c'est quoi? Il peut faire donc, peut se faire son plat de légumes, de la salade, du haricot vert, etc. Il peut prendre donc son plat donc, de riz, de thau, voilà, avec beaucoup de sauce feuille, de la viande ou du poisson. Et puis encore prendre un fruit en dessert et puis continuer à s'hydrater. Voilà. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire par rapport à l'alimentation. Par rapport à l'alimentation, il y a une autre question. Est-ce que ce type d'alimentation est adapté à tout le monde? Parce que là, il y a quelqu'un qui vit avec un seul rein. Donc, Madame Ouedraogo Kiawaya se demande est-ce qu'il est conseillé à cette personne de jeûner? Et puis son autre question, c'est quel type d'aliment aussi pour cette personne? Est-ce que ce que vous venez de citer, la personne se retrouve dans cette Mais pour cette personne qui a un seul rein, nous allons dire que le jeûne, il ne faut pas jeûner. Parce que déjà, c'est un rein qu'il faut préserver. Parce qu'au cours du jeûne, comme Dr Sawadogo l'a dit, il y a des risques de déshydratation. Et ces risques de déshydratation-là peuvent conduire à des troubles hydroélectrolytiques. Et ces troubles hydroélectrolytiques-là peuvent agir donc sur le rein et puis endommager ce rein unique-là déjà. Donc, chez ce patient, nous allons vraiment déconseiller donc, le jeûne pour vraiment couper court par rapport à ça. Okay. C'était la dernière question des téléspectateurs. Docteur Sawadogo, que faut-il boire pour bien s'hydrater et limiter les variations de glycémie? Alors, pour limiter les variations de glycémie, en fait, il faut privilégier les sucres lents.
Et comme on dit, il faut des aliments à index glycémique bas. Et pour y arriver, il faut associer beaucoup de légumes au repas. Ça veut dire que le matin, vous pouvez manger votre repas habituel. Si c'est du toast, c'est du toast. Si c'est du riz, c'est du riz. En fait, on ne vous demande pas quelque chose d'extraordinaire. Seulement, on vous dit, bon, si par exemple c'est du riz, associez un peu plus de légumes. Les légumes vont permettre d'abaisser un peu l'index glycémique et vous permettre de tenir toute la journée. Et en plus, il faut bien s'hydrater. La première boisson d'hydratation, c'est l'eau. Maintenant, on peut accepter des tisanes, on peut accepter du lait, par exemple. On peut accepter de la bouillie, qui contient beaucoup d'eau. Donc, il faut bien s'hydrater. Et bon, il y a certains, je crois que c'est le café qui augmente la diurèse, dont il faut prendre avec modération. Bon, à part ça, et aussi le thé aussi avec modération, mais ce n'est pas complètement interdit. Mais aussi tout ce qui est très sucré, parce que le sucre aussi augmente la diurèse, augmente la quantité d'urine. Donc, il faut éviter de prendre. Le docteur Zoungrana parlait d'une famille qui prenait beaucoup de sucre. Parce que quand vous prenez une canette de soda, vous êtes avec 16 calories de sucre pour un demi-litre. Bon, quand vous voyez, donc il faut éviter tout ce qui va augmenter le fait d'uriner énorme. Et je termine pour dire que aussi il fait chaud. Alors, si vous vous hydratez correctement et vous n'évitez pas les atmosphères où vous suez énormément, à coup sûr, vous allez vous déshydrater. Voilà. Docteur Zoungrana, peut-on faire du sport en jeûnant lorsqu'on est diabétique? Alors, dans la plupart des recommandations, on peut faire du sport, mais il faut que ce soit du sport d'intensité modérée. Alors, quand on dit un sport d'intensité modérée, alors c'est par exemple un sport qui permet de marcher 5 à 6 km par heure en termes de vitesse. C'est un sport qui permet, si on ne peut pas calculer la vitesse, c'est un sport qui permet de pouvoir augmenter la fréquence cardiaque, d'augmenter la fréquence respiratoire, qui vous permet de converser pendant que vous faites le sport. Si vous n'arrivez pas à parler pendant que vous faites le sport, c'est que votre sport est déjà d'intensité élevée. Donc, si on arrive à pratiquer une activité physique où on peut parler à ceux qui sont autour de nous, on considère déjà que c'est une activité physique d'intensité moyenne qu'on peut pratiquer. Et il faut le pratiquer généralement au moment de iftar. Donc après la rupture, on sait qu'il y a toujours un créneau entre le maghrib et la longue prière. On peut se faire 15 minutes de marche modérée, mais il faut vraiment s'hydrater pendant qu'on fait cette activité physique. Là, c'est vraiment nécessaire. Nous sommes à la fin de cette émission, mais avant de conclure, je vais vous demander s'il y a des messages à l'endroit des populations. Commence par le docteur Savadogo. Oui, c'est que le ramadan se prépare. Que ce soit pour cette année ou pour les années à venir, nous sommes toujours ouverts environ 2 mois avant le ramadan. Il faut aller vous faire dépister, vous faire un check-up pour préparer le ramadan. Et pour les patients diabétiques, il n'est pas encore trop tard. Ils peuvent toujours venir nous voir, que ce soit nous ou bien tout autre, son médecin traitant, pour qu'on essaie de le suivre pendant cette période de jeûne. Docteur Zoungrana? Alors, je vais renchérir encore pour dire qu'il faut toujours préparer le ramadan. Donc, il faut toujours se faire évaluer, échanger avec son médecin traitant. On va échanger sur le traitement, on va échanger sur les complications du patient, on va échanger sur l'alimentation, sur la possibilité de faire des glycémies au cours de ce jeûne-là. Il faut également savoir qu'il n'y a que des vivants qui peuvent adorer Dieu. Tout à fait. Il n'y a que des personnes qui sont en bonne santé qui peuvent adorer Dieu. Donc, il faut écouter son corps. Il faut accepter devant les signes d'hypoglycémie, comme il a dit, il faut accepter d'arrêter de jeûner.
Devant des malaises qu'on ne comprend pas, il faut arrêter de jeûner. Quand on est déshydraté avec la bouche qui est sèche, voilà, il faut arrêter le jeûne. Il faut également adapter son alimentation pendant donc cette période de jeûne. Ne pas manger trop gras, ne pas prendre les sucreries, éviter de manger gras le matin et au cours de la nuit, vraiment s'hydrater régulièrement. C'est vrai que c'est une prescription divine, mais il faut savoir qu'il y a aussi des alternatives pour pouvoir donc faire ce jeûne-là. Et comme il a dit, nous restons en tout cas disponibles pour accompagner donc les patients dans cette période donc de jeûne. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Chers téléspectateurs, les propos du docteur Zoungrana vont servir de conclusion à cette émission. Merci de nous avoir suivis et prenez bien soin de vous. Bon mois de Ramadan et à très bientôt. Bonsoir. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composé d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats,